À la une de l'actualité, de nouvelles voiries et un pont inauguré hier. C'est le pont menant à l'hôpital général d'Angré à Cocody. Le but, selon le Premier ministre, est de hisser Abidjan au rang des grandes métropoles du monde. Dans le domaine de la santé, le top départ des journées nationales de vaccination contre la polio, des journées lancées ce samedi à Grand Laou, alors que la Côte d'Ivoire est certifiée libre de polio. Alors pourquoi encore vacciner les enfants? Élément de réponse dans ce 13h. Dans ce 13h également, nous allons parler de l'accord de cessez-le-feu en Syrie passé entre Russes et Américains, son contenu et ses chances d'aboutir. Bonjour à tous. Commençons votre édition par l'agenda du chef de l'État. Hier, le président Alassane Ouattara a reçu le directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Les deux hommes ont échangé sur la politique économique du pays. Jérôme Kofi Aboulé. Pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, rencontrer le directeur général adjoint du FMI a toujours été un grand honneur. Réagissant, l'hôte de marque du chef de l'État a fait savoir que son séjour en terre ivoirienne traduit l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le FMI. On a eu une très bonne discussion avec le président sur l'économie ivoirienne et la politique économique de votre pays. Et on a félicité le remarquable performance économique depuis 4 ans. Et on a souligné l'importance du maintien de cette croissance encore plus inclusive. Et ma visite ici traduit la bonne relation entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international. Et on est toujours prêt à continuer à appuyer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le FMI en très bonne relation. C'est sur ces mots de reconnaissance au président de la République et l'engagement du FMI à maintenir son soutien à la Côte d'Ivoire que l'hôte du chef de l'État a pris congé. Autre audience du chef de l'État dans la même journée d'hier, c'est celle accordée à Ségolène Royal, présidente de la COP21, la ministre française de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat, a fait le tour du programme vert de la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara. Encore, Jérôme Kofi Aboulé. Plus d'une heure d'entretien entre Ségolène Royal, ministre française de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour la nouvelle présidente de la COP21, cette rencontre avec le chef de l'État ivoirien a été importante en ce qu'elle lui a donné l'occasion de remercier le président Alassane Ouattara pour son soutien à l'accord de Paris sur le climat et de recevoir ses conseils en vue de la réussite de sa mission. Et Ségolène Royal de se féliciter de l'intérêt affiché par le président ivoirien à la cérémonie de signature le 22 avril prochain à New York, point final de la COP21 considéré comme un succès diplomatique français au bénéfice de tous, notamment les Africains, s'agissant de leur accès à l'énergie renouvelable. Je compte beaucoup sur vous pour m'aider à réussir cette nouvelle mission, et en particulier le grand projet que les chefs d'État africains ont décidé pendant la COP21, celui de l'accès de l'Afrique aux énergies renouvelables, qui est d'abord un élément clé pour la vie quotidienne de tous les citoyens d'Afrique, mais aussi pour le développement économique et pour l'emploi, et pour la transition énergétique, celle qui permettra de réduire le réchauffement climatique dont l'Afrique souffre beaucoup sans en être responsable. Vous nous faites aussi l'honneur d'être présent le 22 avril à New York pour la signature, que nous puissions, dès le 22 avril, tirer un des premiers bilans déjà de l'identification des grands projets que vous connaissez d'ailleurs parfaitement à travers tout le continent africain. La ministre française, visiblement heureuse d'avoir échangé avec le président Alassane Ouattara, a salué son leadership tant sur le plan national qu'international. Elle a surtout évoqué ses compétences sur les questions financières et de la gouvernance. Après la Côte d'Ivoire, Ségolène Royal se rendra en Guinée et au Sénégal pour la suite et la fin de sa tournée africaine.
Le gouvernement ivoirien prépare un projet de réforme du contrôle des activités du commerce intérieur. Objectif, instaurer un contrôle efficace, transparent et respectueux des règles en vigueur pour une bonne organisation du secteur. Lassine Bakayoko et Adama Kone. Les manquements aux règles d'éthique et de déontologie souvent observés dans les missions de contrôle sur le terrain et la méconnaissance des directives régissant l'activité commerciale sont les principales causes des rapports difficiles entre les agents chargés du contrôle et les commerçants. Nous avons constaté beaucoup de failles et de défauts au sein de notre organisation et les agents, avec à leur tête l'inspection générale, proposent eux-mêmes une réforme pour être plus à jour, pour moderniser le ministère et être plus proche à la fois des commerçants, des consommateurs et remplir la mission qui est impartie par l'État. Dans la réforme que le gouvernement veut mettre en route, il s'agit précisément de revoir la manière de pratiquer le contrôle afin de favoriser une adhésion des opérateurs économiques. Bien plus, l'État espère stimuler l'orgueil national dans ce secteur. Nous allons exploiter un fichier statistique et voir la population des commerçants qui y sont, voir leur nationalité et véritablement tirer une conclusion pour voir si éventuellement ce qui se passe derrière les organisations majoritaires dans la distribution et proposer au gouvernement des solutions en vue de permettre aux Ivoiriens de rentrer dans le circuit de distribution. L'idée est d'identifier les facteurs d'augmentation des prix, en l'occurrence les cartels, qui déjouent les dispositifs régaliens de l'État. On fera la sensibilisation pour répondre à l'attribution de l'encadrement des commerçants. Et deuxièmement, nous allons faire la surveillance du marché. Et la surveillance va nous amener à réaliser notre deuxième attribution qui est donc la protection des consommateurs. La mise en œuvre du projet de réforme du contrôle du commerce intérieur devrait permettre de restaurer la confiance entre les commerçants et l'administration, assainir le marché et lutter contre la vie chère. Concernant le secteur de la construction, la ministre camerounaise des domaines du cadastre et des affaires foncières est en Côte d'Ivoire avec une délégation pour s'inspirer du modèle ivoirien en matière de gestion du foncier et de libération des emprises. Selon elle, le Cameroun qui engage des travaux de développement doit s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans les autres pays africains. Reportage Emmanuel Niamien. La Côte d'Ivoire, un modèle à copier en matière de gestion du foncier et de libération des emprises publiques. Le Cameroun est donc à l'école ivoirienne pour s'inspirer de ce qui se fait de mieux en la matière. À la tête d'une forte délégation, la ministre camerounaise des domaines du cadastre et des affaires foncières, Kounga Besseke Jacqueline, a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien de la construction et de l'urbanisme. Le gouvernement camerounais est en train de mettre en œuvre un grand programme de projets structurants. Nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays de grands projets. Nous voulons donc, à travers l'expérience ivoirienne, optimiser le processus de libération des emprises. Parce que nous nous heurtons à un certain nombre de pesanteurs. Le ministre Mamadou Sanogo se réjouit de savoir que certains pays africains, à l'instar du Cameroun, prennent pour exemple le développement d'autres pays africains. Nous ferons le plaisir le mois venu d'aller dans ce pays frère aussi pour apprendre ce qu'il y a, en tout cas, à partager avec eux ou du moins à apprendre d'eux. La ministre camerounaise des domaines du cadastre et des affaires foncières souligne que les mois à venir, une autre délégation de son pays viendra encore s'inspirer du savoir-faire ivoirien dans d'autres secteurs. Et ils sont nombreux, ces jeunes Ivoiriens, diplômés ou non, qui exercent dans le secteur de la construction de bâtiments, un métier qu'ils apprennent généralement sur l'État. La Chambre nationale des promoteurs et des constructeurs veut leur donner la chance de se perfectionner. Elle a initié le projet dit Centre de formation par apprentissage en réseau. Christelle Nda et Moussa Konaté pour plus de détails. Dans sa volonté d'offrir à chaque Ivoirien un toit, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place la politique des logements sociaux et économiques en 2012. La phase de réalisation de ce projet, piloté par la Chambre nationale des promoteurs et des constructeurs agréés, a permis à des milliers de jeunes diplômés ou non de bénéficier d'un emploi sans aucune formation technique de base. Afin d'aider ces jeunes à accéder au métier du bâtiment et de la construction par la formation et les encourager à l'entrepreneuriat,
La Chambre nationale des promoteurs et des constructeurs agréés a mis en place le projet CFAR, Centre de formation par apprentissage en réseau. Tous les jeunes ont aujourd'hui un don. Il suffit qu'on décèle en eux cette possibilité-là et on aura évidemment des possibilités de recrutement. On va mettre en place un système, mais ce n'est pas fermé. On peut être illettré et être un bon apprenti. On peut être un ingénieur et ne pas être un bon artiste. Notre objectif, ce n'est pas de restreindre la formation. Présent déjà en France, le projet CFAR Côte d'Ivoire va bénéficier du soutien du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'artisanat et de la promotion des PME, qui entend tout mettre en œuvre afin de le rendre effectif. Nous sommes à la phase de synergie que nous allons mettre tous les ministères à contribution, tous ceux qui interviennent dans le projet, pour que nous puissions aboutir à un résultat concret et à finaliser la mise en place du projet. Donc le projet va démarrer certainement d'ici 2 mois ou 3 mois. Créée en 2015, la Chambre nationale des promoteurs et des constructeurs agréés enregistre à ce jour 25 entreprises intervenant dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Et dans le domaine de la santé, le top départ des journées nationales de vaccination contre la polio donné ce samedi à Grand-Laou, des journées nationales de vaccination qui commencent alors que la Côte d'Ivoire est certifiée libre de polio. Alors pourquoi vacciner encore les enfants de 0 à 59 mois? Quel est donc l'intérêt de la certification? Des éléments de réponse avec Kadi Fadiga Fofana. Novembre 2015, la Côte d'Ivoire obtient la certification pays libre de polio. Résultat encourageant, mais il faut poursuivre les campagnes de vaccination. Le pays qui arrive sur 3 années successives à ne plus avoir de cas de poliomyélite est déclaré pays libre de poliomyélite. Mais cela ne veut pas dire que l'Afrique est certifiée pour une éradication de la poliomyélite. Il s'agit d'amener tous les pays d'un continent à avoir de bons résultats qui permettent de certifier le continent libre de poliomyélite et non pas de se satisfaire de ce qu'un pays ne voit plus de poliomyélite circuler sur son territoire. Alors ce samedi 27 mars, top départ des journées nationales de vaccination contre la polio. Encore 2 gouttes pour garder la Côte d'Ivoire sans polio. Un slogan partagé par des parents. Même s'il n'y a plus de cas, le vaccin n'est pas mauvais. Donc on peut toujours continuer de vacciner les enfants. Les frontières ne sont pas fermées. Les gens peuvent quitter ailleurs pour venir. Les maladies sont toujours là, donc il faut toujours lutter pour ça. 3 passages pour cette année 2016 et plus de 8 millions d'enfants de 0 à 59 mois sont concernés. Et l'enjeu est de taille. Il ne faudrait pas que nous fassions marche arrière. En résumé, des GNV de qualité avec des agents qui appliquent à 100% toutes les directives. C'est-à-dire que nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour amorcer l'arrêt de la maladie. L'homme ne doit pas se montrer plus intelligent que le virus, parce que lorsqu'il va nous avoir, il va nous paralyser. Nous restons vigilants. L'attaque du poliovirus sauvage est une détermination du programme élargi de vaccination qui vise à lutter contre les cas de 0 dose de gouttes données aux enfants et les cas de refus des parents. Et concernant les refus, des villes comme Yiglo enregistrent 32%, Bondoukou 19,4% et Tanda 19,2%. Et puis, dans le cadre de la lutte contre Ebola, cette saisie d'une importante quantité de viande de brousse, c'est avec Baraki Sabamba et Christelle Mena. Des Ivoiriens semblent faire fi de la mesure d'interdiction de commercialisation et de consommation de viande de brousse. Une visite inopinée des services de la Direction générale des eaux et forêts dans les restaurants et maquis d'Abidjan a permis la saisie de près de 2 tonnes de viande de brousse. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous avons fait d'importantes saisies, ce qui démontre que les populations ont recommencé à consommer la viande de brousse au mépris de l'interdiction faite par le gouvernement suite à la menace de la maladie à virus Ebola. C'est l'occasion pour nous de rappeler aux populations que la manipulation, la consommation, la commercialisation de la viande de brousse sont interdites sur tout le territoire ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes venus un peu plus pour faire la sensibilisation, mais seulement, ça sera la dernière. Parce que la prochaine fois, tous les contrevenants feront face à la loi.
C'est essentiellement de la viande d'agouti, de gazelle, de rat ou de pangolin qui a été retrouvée dans les congélateurs et dépôts de ces tenanciers de restaurants. Comment on a compris qu'il y avait plus d'Ebola? Non, c'est pas ce qui a été dit. Ah, mais vraiment, c'est Ebola. C'est quoi? Africain même là, c'est blonné et biocurio. C'est une situation qui est très grave. Cette descente des agents des eaux et forêts a concerné les communes de Yopougon, d'Abobo et d'Alépé, des fiefs reconnus de consommation de viande de brousse. À Daloa, 100 couples viennent de bénéficier d'une séance de sensibilisation sur les méthodes contraceptives. C'est une initiative de l'antenne locale de l'Agence ivoirienne pour le marketing social. Reportage Philomène Kwame Aïpé Daloa et Thérèse Tapeyoboué. Nous ne sommes pas ici à une fête de la Saint-Valentin, mais à une campagne de sensibilisation de 100 jeunes couples sur les méthodes modernes de contraception, notamment le port correct du condom. J'ai su comment il faut porter les préservatifs, j'ai su comment il faut l'utiliser, j'ai su comment il faut l'enlever. Avant, je ne savais pas qu'une femme pouvait aussi mettre le préservatif à son partenaire. Mais grâce à l'AIMAS, j'ai su qu'une femme pouvait le faire. Cette campagne, selon la communicatrice de l'Agence ivoirienne pour le marketing social AIMAS de Daloa, a pour objectif de sensibiliser ces jeunes couples sur les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles, le VIH-Sida. Dans un couple, l'amour se vit. Et donc, on a demandé à ceux qui sont en couple de témoigner un peu d'amour envers leur partenaire, mais en même temps de leur faire prendre conscience que l'utilisation systématique du préservatif est un atout pour le couple. Béatrice Touré a par ailleurs exhorté les uns et les autres sur la responsabilité sexuelle qui consiste à utiliser un préservatif quand il le faut et à prendre le contrôle de sa vie en maîtrisant ses actes sexuels. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny a récemment signé une convention de partenariat avec une entreprise spécialisée dans la fabrication des instruments de mesure. À travers ce partenariat, l'École supérieure des mines et géologie de l'INPHB de Yamoussoukro va bénéficier d'un matériel de pointe pour les travaux de recherche de ses étudiants. Paul Quadio et Chantal Eouma, Quentin. S'appuyer sur le secteur privé pour développer ces écoles dans le but de répondre aux exigences de l'innovation et de l'emploi. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB, en a fait son cheval de bataille. Comme en témoigne le partenariat entre l'Institut et une entreprise spécialisée dans la fabrication des instruments de mesure de la géotechnique et de l'hydrologie, portant sur l'équipement de l'École supérieure des mines et géologie de Yamoussoukro. L'une des difficultés que connaît l'INPHB, c'est que les équipements sont relativement vieillissants. En signant avec l'IN, c'est d'abord, on soit au courant de ce qui se fabrique, de ce qui est à jour en termes de technologie nouvelle. Deux, que les enseignants soient outillés, aident dans leur laboratoire ce type d'équipement pour faire des cours de très haut niveau pour les étudiants. Puis troisièmement, mettre sur le marché les étudiants diplômés de très bon niveau. Cette entreprise française entend à travers cette convention faire de l'INPHB un partenaire privilégié pour son développement en Afrique. Le fleuron des écoles d'enseignement supérieur technique poursuit la redynamisation de ces écoles. Sa direction compte multiplier les partenariats avec les organisations et structures privées pour atteindre cet objectif. L'Association des sociétés d'électricité d'Afrique a lancé un projet de promotion des centres d'excellence en électricité. Il s'agit à travers ce projet de former les techniciens, les ingénieurs et décideurs des sociétés d'électricité en Afrique afin de leur permettre d'être mieux outillés pour mener le défi de l'électrification de toute l'Afrique d'ici à 2025. Reportage Herman Niamien. Tous les pays africains doivent être électrifiés d'ici à 2025. Ce pari, l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA, veut le tenir. Mais il ne pourra être atteint qu'avec une main-d'œuvre qualifiée et abondante. En initiant le projet de formation des personnels des sociétés d'électricité du réseau africain de centres d'excellence en électricité RACE,
l'ASEA veut améliorer la performance du secteur de l'électricité et intensifier les échanges régionaux. Nous avons besoin de changer la compétence de certains opérateurs. Donc les directeurs de ressources humaines ne se retrouvent plus devant le fait accompli qu'il y a des départs à la retraite qui ne peut pas remplacer. Ce sont 10 000 personnes qui vont participer à ces formations. Les bénéficiaires sont les techniciens, les cadres et décideurs des sociétés d'électricité membres et non membres de l'ASEA. D'un coût global de 25,9 millions d'euros, le projet sera exécuté sur 3 ans. La BAD, la Banque africaine de développement, contribue à hauteur de 9,7 millions d'euros et l'AFD, l'Agence française de développement, pour 3 millions d'euros. Nous considérons que justement, pour relancer toute l'économie africaine en général, nous avons vraiment un déficit énergétique très important. Nous devons aider l'énergie, que ce soit des énergies renouvelables ou des énergies classiques. Il faut que nous profitions de cet engouement avec le COP21 aussi, pour vraiment permettre à l'Afrique d'être, au niveau planétaire, d'être beaucoup mieux représentée au niveau de la consommation électrique. Pour le démarrage de ce projet, 4 centres de formation répondant aux critères d'excellence ont été retenus. En plus de ceux qui ont été retenus, d'autres centres, dont le centre de formation au métier de l'électricité de Benjaville, ont eu l'approbation de l'ASEA pour être des centres d'excellence. À Diokwe, dans la région du Guémon, les éléments du commissaire de police Dosso Olivier viennent de mettre fin aux activités d'un présumé gang spécialisé dans le vol de motos, le commerce d'armes et de munitions dans les villes de Diokwe, Guiglo et environ. F. Fin de parcours pour ce gang de 6 personnes. Les éléments du commissariat de police de Diokwe ont mis le grappin sur ces redoutables bandits qui écumaient les villes de Diokwe, Guiglo et les villages environnants. Spécialisés dans les vols de motos, braquages, commerce d'armes et de munitions, ils opéraient avec des Kalachnikov, des calibres 12 et des armes blanches. Des perquisitions effectuées à leurs domiciles respectifs ont permis de saisir plusieurs motos, des fusils à canoncier, des munitions, des armes blanches, de la drogue, des appareils électroménagers et des amulettes. Tout est parti de l'arrestation du présumé chef de gang pour détention de cannabis. Au cours de l'interrogatoire, il passe aux aveux et livre le nom d'un de ses complices chargé d'écouler le butin sur les différents marchés. Ainsi de suite, les membres du gang sont appréhendés l'un après l'autre à Diokwe et dans la ville voisine de Guiglo. Ils ont été tous mis à la disposition du parquet du Mans où ils répondront de leurs actes. Ici à Abidjan, les responsables des auto-écoles de Côte d'Ivoire veulent prendre une part active dans la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Ils ont mis en place l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. L'association s'est retrouvée à la Bibliothèque nationale au Plateau pour faire le point des partenariats, une stratégie pour mettre de l'ordre dans le secteur, une stratégie qui permettra de mieux former les usagers de la route pour éviter les accidents. Guillaume Zéré et Moussa Konaté. Ils sont venus de Bouaké, de Dimbokro, d'Agboville et de bien d'autres contrées de l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour répondre à l'appel de leur président. Ces fondateurs et responsables des auto-écoles réunis au sein de l'UNASI, l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, veulent être témoins d'un événement. Le partenariat scellé entre leur union, l'État de Côte d'Ivoire et des structures privées. Dans ces conventions, on essaie toujours de trouver l'auto-école, de sauver un peu l'auto-école qui était dans l'informel pour bénéficier de beaucoup d'avantages qui vont nous permettre aussi de moderniser nos établissements. Ça veut dire l'acquisition du matériel par rapport à nos équipements en auto-école. Selon des chiffres de 2012 de l'OSER, l'Office de sécurité routière, l'on n'enregistre pas environ 6 000 accidents de la circulation. Malheureusement, 94% de ces accidents sont dus à des facteurs humains liés au mauvais comportement des conducteurs. Aider les formateurs des conducteurs dans leurs tâches sonne pour les partenaires de l'UNASI comme une urgence. Aujourd'hui, aucun permis de conduire ne peut être délivré en Côte d'Ivoire si le candidat n'est passé par une auto-école. L'auto-école ayant été définie comme le pilier de cette réforme, il convient de les professionnaliser et de les moderniser. Ajoutez à cela, des facilités leur sont faites dans une banque avec en plus la facilité de communiquer selon l'offre d'un partenaire de téléphonie mobile.
toutes choses qui réjouissent les membres de l'Union. Les auto-écoles, bien souvent mises en cause par les usagers de la route, veulent assainir leur milieu. En témoignent ces slogans affichés sur les murs de la salle de la rencontre. Comme annoncé dans les titres, depuis hier, le pont et les voies d'accès à l'hôpital d'Angré à Cocody sont officiellement ouverts à la circulation. Ce projet a duré 19 mois. Il a coûté 11 milliards de francs CFA hors taxes. Il a été inauguré par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Inauguration également de la bretelle sur le Latry, de la bretelle au niveau du lycée technique, ensuite de la voirie de Saint-Viateur. Ces 3 infrastructures routières impactent la vie de plus de 100 000 personnes dans la commune de Cocody, nous dit Thomas Kessambi. L'année 2016, tout comme le week-end du mois finissant de février, commence bien pour la commune chic de Cocody. De nouvelles voiries pour assurer le confort des populations. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre ivoirien, peut procéder à leurs inaugurations. D'abord la bretelle du Latry, sur la bretelle au niveau du lycée technique. Le chef du gouvernement, après la coupure du ruban, parcourt à pied la voie pour mieux apprécier le travail réalisé. Une réalisation qui devrait faciliter l'accès au 3e pont. Ensuite, les pas du Premier ministre vont se diriger à la Riviera Palmeraie, précisément au collège Saint-Viateur. Ici, les images sont parlantes et traduisent la joie qui anime les habitants du quartier. Du bitume, des voies d'accès et de dégagement. Tout sourire, le Premier ministre peut ouvrir officiellement cette voie. Et pour terminer cette randonnée enrichissante, l'inauguration des travaux de bitumage de la voie d'accès à l'hôpital général d'Angré et le pont reliant les 8e et 9e tranches à cet hôpital. Ces travaux qui donnent un autre visage à Abidjan ont reçu l'aide de la Banque mondiale. Premier responsable en charge des infrastructures économiques au sein de l'équipe gouvernementale, il revient au ministre Patrick Achi de vanter les mérites de ses réalisations. Chargé de traduire dans les faits la vision du chef de l'État, Daniel Kablan-Duncan, chef du gouvernement, tout en se félicitant de la dynamique enclenchée depuis la gouvernance du président Alassane Ouattara, lève un coin de voile sur le vaste programme de réalisation qui devrait conférer à Abidjan son appellation de perle des lagunes, sans oublier le reste du pays. Ces nouvelles voies urbaines s'inscrivent dans la continuité des travaux routiers réalisés par le gouvernement depuis 2011 sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ces travaux réalisés dans le cadre du programme de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, en abrégé PRICI, et financés par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, d'un coût donc de 11 milliards de francs CFA hors taxes, ont en effet démarré en septembre 2014 et ont pris fin le 15 février 2016. Une chose est de réaliser un ouvrage, une autre est d'en prendre grand soin. C'est pourquoi le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan salue le travail de la ministre de la Salubrité urbaine, Désiré Anou-Ouloto, qui devrait venir en appui à la préservation des infrastructures ainsi réalisées. En bref, dans l'actualité sportive, après 17 ans de règne de Sepp Blatter, la Fédération internationale de football a un nouveau patron. Il s'agit de l'Italo-Suisse Gianni Infantino. Il est le 9e président de la FIFA. Et puis, en image, Serge Aurier connaît désormais sa sanction. Le défenseur droit du PSG et des éléphants a été mis à l'écart pour 3 semaines, c'est-à-dire à partir du lundi 29 février au 20 mars. Durant ce temps, l'international ivoirien va entretenir sa femme en championnat français amateur, la 4e division nationale. Présidentielle au Niger, les résultats provisoires connus depuis hier, Mahamadou Issoufou en tête du premier tour avec 48,41% des voix, suivi de Hama Amadou. Sur place, le président sortant, Mahamadou Issoufou, demande à ses partisans de se mobiliser pour aborder le second tour avec sérénité et détermination. Le second tour aura lieu le 20 mars prochain.
Le 22 février dernier, les présidents russes et américains ont approuvé un plan de cessez-le-feu en Syrie. Quelles sont les chances de succès de ce cessez-le-feu, suivant l'analyse de Kader Ouattara et d'Alexis Ouedraogo. Après plusieurs semaines de tractations, un projet américano-russe de cessez-le-feu voit le jour dans le conflit syrien. La trêve qui doit s'appliquer aux forces gouvernementales et aux groupes d'opposition armés ne concerne pas les groupes terroristes. Le régime syrien pourrait continuer à mener des opérations contre ces cibles. Censé entrer en vigueur ce samedi minuit, heure de Damas, et durer 2 semaines, ce cessez-le-feu semble plus prometteur que les précédents. Des incertitudes demeurent toutefois, elles sont liées à la nature des acteurs sur le terrain. D'une part, l'armée syrienne et ses alliés, d'autre part, la rébellion soutenue par les monarchies du Golfe et la Turquie qui elle-même combat les forces kurdes de Syrie. Enfin, les groupes terroristes, principalement Daesh et surtout Jabhat al-Nusra, un allié de la rébellion. À y voir de plus près, il est impossible de départir al-Nusra de la rébellion, car ces deux groupes collaborent au quotidien sur plusieurs champs de bataille. Les acteurs et les intérêts divergents rendent complexe cette crise qui s'apparente de plus en plus à un bourbier. Les soutiens russes et américains constituent certes un gage pour la paix, mais il faut rester prudent car ce conflit n'en est pas à sa première trêve. Et c'est la fin de ce 13h, supervisé par Jean-Jacques Kwameala. Merci de votre fidélité.